Bonjour à toutes et à tous. Je suis Justine Adrian-Meptoul, la présidente de CLE et également la fondatrice et présidente de l'association Femmes du Monde et réciproquement, qui pilote avec la CLE cet atelier féminisme dans le monde, au féminisme du monde. Donc, notre objectif dans cet atelier était de réunir des féministes des quatre coins de la planète pour qu'elles prennent la parole sur les droits des femmes dans leur pays et sur ce qui est pour elles le féminisme. Nous sommes donc allés en voyage virtuel, en cette période de pandémie évidemment, au Japon, en Équateur, en Afghanistan, au Maroc et en France. Et nous avons posé quelques questions à 5 féministes qui sont Ayaka Murakami du Japon, Manuela Pic d'Équateur, 14 heures de décalage, c'était difficile de les mettre ensemble sur le même plateau, de toute façon. Shukriya Haidar d'Afghanistan, Saïda Idrissi du Maroc et enfin Léa Robert de France. Donc, nous sans plus attendre, eh bien, nous allons les écouter et les voir pour qu'elles nous disent ce qu'est pour elles, effectivement, ce que doivent être les droits des femmes dans leur pays, ce qu'elles espèrent, ce qu'elles souhaitent et comment elles luttent pour parvenir à l'égalité femmes-hommes à leur niveau. Bonjour, ici Manuela Lavina-Spic, professeure en relations internationales et études de genre et sexualité, basée en Équateur. Je vous parle depuis Quito. Je travaille beaucoup avec les femmes amérindiennes depuis 15 ans. Et en Équateur, un pays où l'avortement est encore criminalisé, on travaille beaucoup avec les mouvements féministes sur les thèmes de droit à l'avortement, de viol de jeunes filles et de féminicide. Bonjour, je m'appelle Ayaka Murakami du Japon. Je travaille en tant que maître assistante à l'université Senshu au Japon. Étant actuellement une chercheuse spécialisée en études de genre et sociopolitique, j'étudie sur la parité femmes-hommes en politique au Japon et en France, dans un point de vue comparatif. Maintenant, je me suis engagée à servir de pont entre le monde de la recherche et celui de l'action associative de terrain. Je suis passionnée par l'étude ainsi que par les actions associatives, ayant pour but la réalisation de l'égalité de genre, particulièrement dans le monde politique japonais. Je souhaite partager mon expérience de la recherche et des actions civiques au Japon avec vous. Saïda Idrissi, militante féministe marocaine. Je suis consultante et formatrice genre et droits humains. Mon engagement pour la cause des femmes et pour les droits des femmes n'a pas de limite tant que l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, n'est pas une pratique quotidienne. Par rapport aux engagements, je peux citer un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est mon engagement depuis 2007 jusqu'à 2019, dans le cadre en tant que membre de l'Association démocratique des femmes du Maroc, mon engagement pour l'accès des femmes rurales aux terres collectives. Cet engagement et ce combat a donné ses fruits, étant donné que ces femmes ont été reconnues comme ayant droit par la force d'une loi qui a été promulguée en 2019. Je suis Shukriya Haidar, présidente de l'association Négritude aux femmes d'Afghanistan. Bon, mon domaine d'études, c'est éducation physique. J'ai ma maîtrise de l'université de Nice. J'ai travaillé pendant 16 ans à peu près
en tant que prof de gym, comme on dit en France. Et également, j'étais conseiller auprès de 3-4 différents ministères en Afghanistan, dans le même domaine. Et je milite pour les droits des femmes afghanes. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léa Robert, je suis actuellement étudiante en master de relations internationales et gestion de crise à Sciences Po à Toulouse et je suis également militante féministe. Il y a 2 ans de cela, j'ai créé mon association Burkina Biga qui s'occupe de projets de sensibilisation à l'accès de l'éducation pour toutes en France et au Burkina Faso. Je suis également secrétaire adjointe de la CLE, la coordination française pour le lobby européen des femmes, que j'ai intégrée après mon service civique à leur côté l'an dernier. Le contexte où je vis, où les femmes marocaines vivent, est un contexte conservateur par rapport aux droits humains des femmes et surtout par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a des situations qu'on peut qualifier de paradoxales. D'une part, le Maroc a adopté en 2011 une constitution qui stipule l'égalité entre les sexes dans tous les domaines, dans tous les droits civils, socio-économiques, politiques, environnementaux et culturels. Il a inscrit la suprématie des conventions internationales sur la législation nationale dans la Constitution. Il a également ratifié la CEDAW en 1993. Mais, d'un autre côté, il y a encore des lois discriminatoires, il y a des politiques publiques qui n'arrivent pas à opérer un changement structurant sur la condition socio-économique des femmes. Il y a également le patriarcat qui instaure son pouvoir via les coutumes, les traditions, via l'interprétation de la religion selon leurs intérêts pour maintenir le pouvoir sur la tutelle et le pouvoir sur les femmes. Alors que dans les années 1970, la France et le Japon comptaient le même pourcentage de députés femmes, on constate aujourd'hui un écart important. La Chambre des représentantes japonaise ne comporte que 10,1% de femmes, soit 47 députés sur 465, alors que l'Assemblée nationale compte 38,8% de députés. Voilà. Plusieurs scandales ont secoué le Japon ces dernières années par suite de propos sexistes et contre la parité. Il y avait donc ras-le-bol du sexisme ambiant. Je note toutefois une première avancée à la suite de la loi de mai 2018. À l'issue d'une longue négociation entamée en 2015, la Diète a adopté le 16 mai 2018 à l'unanimité, c'est formidable, une loi sur la parité en politique. Cette nouvelle loi prévoit que les partis et associations politiques devront s'efforcer, entre guillemets, de présenter le même nombre de candidatures féminins et masculins aux élections législatives et régionales. Cependant, la loi ne fixe aucune obligation juridique et ne met en place aucun quota. Donc, ce n'est pas obligatoire. Les partis ont eu la liberté de choisir de se fixer ou non un objectif en termes de parité. En outre, les partis de gauche ont décidé de présenter un nombre important de femmes. Mais pour les partis dits conservateurs, le pourcentage demeure très faible, malheureusement.
Aujourd'hui, il est très difficile pour une femme de pénétrer dans le monde politique si elle n'est pas issue d'une famille de politiciens ou si elle n'a pas une image publique forte, par exemple ex-olympienne, etc. Historiquement, il y a bien eu quelques femmes élues dans le parti conservateur, mais elles sont dû se plier aux idées conservatrices et n'ont pas porté les valeurs de parité. Donc, dans cette situation, le mot parité est important pour nous, pour les Japonais, car il ne s'agit pas de braquer les hommes politiques d'aujourd'hui avec des mots comme égalité ou quota. Ces mots sont plus progressifs ici au Japon. Dans un pays où un homme politique peut proférer des remarques sexistes sans véritable sanction, on est encore loin. En France, il arrive qu'on entende certaines réflexions comme le sexisme n'existe plus, ou je ne vois pas pourquoi on parle de patriarcat, ou même que l'égalité a été atteinte et que franchement, on n'a pas à se plaindre. Certes, ces dernières décennies, il y a eu de gros changements, de belles avancées, de grandes victoires, grâce notamment à des militantes historiques, je pense par exemple au MLF, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui en France, l'égalité est atteinte, que le sexisme n'existe plus. Pour preuve, nous les femmes, nous faisons face quotidiennement au sexisme ordinaire, au harcèlement de rue, au harcèlement sexuel, aux violences psychologiques, sexuelles, physiques au sein du couple, mais également aux violences économiques, à l'inégalité salariale et aux violences obstétricales. Et la liste est encore longue. De nombreux agresseurs, violeurs, hommes violents, harceleurs sont impunis et la violence est trop souvent normalisée, cachée et intériorisée. Pour vous donner quelques chiffres, en France, c'est 106 féminicides officiellement recensés en 2020, 173 en 2019 et déjà 24 pour cette année 2021. On estime également que l'on viole une femme ou une fille toutes les 9 minutes, que 97% des femmes ont déjà été harcelées. On a également estimé qu'en France, il y a plus de 125 femmes ayant subi des mutilations sexuelles. Du haut de mes 21 ans, ce que je peux remarquer, c'est que depuis quelques années, on assiste à une certaine libération de l'écoute de la parole des femmes. Je n'ai pas énormément de recul, mais je pense que les réseaux sociaux et la sororité qui y circulent nous permettent, à nous les femmes, de nous exprimer sur ce que nous vivons et de nous faire entendre. En témoigne le mouvement MeToo, Sciences Po dans les différents IEP de France, MeToo Inceste ou bien Balance ton porc, qui ont circulé ces dernières années et même ces dernières semaines. Bien sûr, il y a d'autres leviers d'expression et de soutien qui sont même beaucoup plus importants. Mais je voulais appuyer sur celui-ci car il nous permet d'atteindre et de sensibiliser une communauté qui est bien plus jeune et qui a besoin de nous pour faire face à ces violences. Écoutez, actuellement, ça fait 40 ans que l'Afghanistan est en guerre. Déjà avant 40 ans, la situation, c'est-à-dire les droits des femmes, ce n'était pas quelque chose de très développé. Mais en même temps, il y avait la situation des femmes dans les villes et dans les campagnes. Dans la ville, bon, il y avait des femmes qui étudiaient, qui allaient à l'université. On avait, dans la Constitution 1964, donc il y avait les libertés et les femmes ont eu de l'accès au poste de ministère. On avait 4 députés dans cette assemblée. Mais c'était une liberté relative, mais pas... il n'y avait pas de sanctions ou limitations de droits pour les femmes. Après la Première République et la chute, la période soviétique, bien sûr, malgré toute la guerre qu'il nous a portée, mais dans la logique des systèmes communistes, bien sûr, il y a une ouverture pour les droits des femmes. C'est dans la normalité. Mais par contre, dans la campagne où il y avait la guerre qui a démarré, ça faisait que la totalité des droits, dans la période de la guerre et des affrontations, c'est les femmes qui sont la première victime. Bien sûr, après, c'était l'émergence des talibans. Alors là, ça, c'était, je pense, le coup dur et la fin des fins, parce que les talibans ne respectaient rien. Avec la prise de Kaboul en septembre 1996, c'était la fin des droits les plus élémentaires des femmes,
dans ce régime. C'est-à-dire, officiellement, il avait éradiqué la totalité, ni le droit d'études, de se soigner, de sortir de la maison, de tout. Après la chute des talibans, en 2001, après le 11 septembre, nous, on était très mobilisés. En tout cas, en 2004, il y avait une nouvelle constitution de l'Afghanistan dans laquelle on a pu mettre l'égalité des droits hommes-femmes dans la constitution. Il y avait beaucoup de mobilisation de la part des Saoudiens, de tous les fondamentalistes, pour garder un certain nombre des acquis des périodes des talibans. Mais non, avec la mobilisation mondiale et la mobilisation de l'intérieur de l'Afghanistan qui avait par-dessus la tête des talibans, donc l'égalité de droits hommes-femmes est passée vraiment avec bras ouverts. Dans le contexte équatorien, il y a 3 problématiques principales. Le premier problème des mouvements féministes ici, sur lesquels on travaille, c'est la question des féminicides. Une femme est assassinée tous les 3 jours en Équateur. La plupart des assassins restent en liberté, malgré le fait qu'on ait développé, qu'on ait passé à niveau législatif une loi sur le féminicide qui requiert 26 ans de prison pour les assassins. Le deuxième problème est le problème du viol. Il y a énormément de viols, énormément de grossesses adolescentes et l'avortement reste interdit. Pour vous donner quelques chiffres, 2 grossesses sur 3 sont non désirées. Il y a par jour 7 petites filles qui accouchent et le même nombre, 7 petites filles, donc des enfants de moins de 14 ans, qui avortent tous les jours de façon clandestine, donc dans des conditions très dangereuses, beaucoup en périssent. Et en termes de grossesse adolescence, nous avons 66 000 adolescentes qui accouchent par an. Vu que l'avortement reste criminalisé en Équateur, dans tous les contextes, il y a encore beaucoup de criminalisation. Nous avons une jeune fille, une adolescente par mois en moyenne, qui est mise en prison accusée d'avoir avorté de façon illégale. Donc ces 2 thèmes sont très forts, surtout qu'il y a beaucoup d'inceste dans les familles. Le viol reste une demeure très acceptée contre les jeunes filles. Et le troisième thème, très important dans un pays où il y a beaucoup d'extractivisme minier et pétrolier, est le thème de la défense de la nature, de la défense de l'eau. Ce sont surtout les femmes amérindiennes qui payent le prix. Et le féminisme amérindien est très centré sur la défense de la nature. Les femmes amérindiennes souffrent de 3 façons, de la violence contre la nature, de l'extractivisme pétrolier surtout, mais aussi minier. La première, c'est que leurs sources d'eau et de nourriture sont contaminées. La deuxième, c'est que ces formes d'extractivisme amènent par exemple des camps en Amazonie et qui développent beaucoup de viols, qui développent des contaminations comme le sida et encore plus de grossesses adolescentes. Et le troisième problème, c'est que quand on commence à vendre la nature, à la commodifier, à l'exporter, les femmes aussi sont commodifiées et les femmes aussi deviennent une ressource naturelle. Donc ce sont les 3 thèmes principaux dans le contexte de l'Équateur. En France, il y a de nombreux et surtout de nombreuses bénévoles, associations, ONG, collectifs et coordinations féministes qui existent. Nous avons un gros réseau d'associations qui œuvrent pour absolument tous les aspects de l'égalité. Il y a les violences, la parité, le leadership, l'éducation, etc. Certaines font du plaidoyer, d'autres sont plus sur des actions de terrain, d'accompagnement ou de sensibilisation. Nous avons la chance d'avoir une communauté féministe soudée, extrêmement unie et bien sûr sorore et résiliente. Et heureusement, car nous en avons besoin, car le combat est encore très long. Nous le voyons bien avec la crise que nous venons de subir. L'entraide entre féministes nous permet d'être plus fortes, plus efficaces, d'avoir plus de poids au niveau politique, et tout cela dans un souci de coordination pour l'amélioration de nos droits. Par exemple, La Clé, une ONG de plaidoyer dont je fais partie, coordonne plus de 75 associations et mène des actions au niveau national, européen et international. Le mouvement féministe en Afghanistan, comme on l'a défini en Europe, de la même manière, est
est démarré au début du XXe siècle. Il y avait un groupe de femmes qui sont mobilisées. D'ailleurs, ils ont fait un premier magazine féminin. Ils ont ouvert les écoles pour les femmes, pour les filles de l'époque. Aussi une école pour les infirmières. Mais c'était dans un groupe, dans un cercle assez pas élargi. Mais comme c'était des femmes aimées et respectées, donc les autres imitaient. Après, je reviens sur les paroles. Donc la période des gouvernements pro-soviétiques, c'est normal, c'était dans leur logique. En termes de mouvements et de philosophie, l'ouverture pour les femmes, et surtout que c'était la guerre, donc les hommes partaient sur le front. Donc toute l'administration, la santé et l'éducation, elle tournait avec les bras des femmes. Et aussi cette nécessité et la possibilité pour les femmes d'aller faire des études dans tout domaine à l'extérieur d'Afghanistan. Et aussi à l'intérieur, il y avait l'ouverture d'études dans tous les domaines. Ce qui a permis vraiment de fonder une base importante de liberté qui changeait la mentalité pratiquement partout. Le mouvement féministe au Maroc est un acteur potentiel de changement à plusieurs niveaux. C'est grâce à la mobilisation du mouvement féministe que beaucoup de choses, qu'on a obtenu beaucoup d'acquis, que les femmes marocaines ont obtenu des acquis en droit. C'est grâce à sa mobilisation qu'il y a la réforme du statut du code personnel qui a été considéré comme, qui a été sacralisé pendant toute une décennie et qui a changé en code de la famille en 2004. Et c'était vraiment un gain, une révolution par rapport au changement des lois. Et des lois aussi, il y a beaucoup de lois qui ont changé. La loi sur la nationalité, la femme marocaine mariée à l'étranger peut octroyer sa nationalité à ses enfants. Le Code du travail a reconnu la loi, le harcèlement sexuel dans le travail comme étant une faute grave, et le Code pénal l'a incriminisé. Et à chaque fois qu'il y a un changement en faveur des femmes, et à chaque fois qu'il y a tous les acquis en matière de droits de femmes, il faut les mettre sur le compte du mouvement féministe marocain et ses militantes. Comment s'organise ce mouvement? Il s'organise bien sûr en réseau, en coalition, selon les intérêts, selon les opportunités. Et ces coalitions, ces réseaux sont constitués bien sûr d'associations pour les droits des femmes, des associations de lutte contre les violences, des ONG des droits humains, des associations de développement ou bien des associations thématiques. Le mouvement féministe a toujours adopté une approche participative et inclusive pour mobiliser le maximum d'acteurs, mais encore pour que la majorité, même l'opinion publique, adhère et s'approprie son projet de société, le projet d'une société démocratique et égalitaire. L'Équateur est un pays très patriarcal, très chrétien, très catholique, dans lequel l'Église catholique, par l'héritage colonial, a une présence très forte. Et dans le contexte actuel, l'Église évangélique grandit très vite, avec des hiérarchies de genre très fortes, très marquées, et une décision à maintenir l'avortement, quelque chose d'interdit légalement et moralement dans la société actuelle. Les thèmes principaux qu'on essaye de passer à niveau législatif sont l'avortement. Les mouvements féministes ont essayé de le passer à niveau législatif, ça a été rejeté, de rentrer en débat à niveau législatif. On n'a même pas réussi à le mettre en débat au Congrès. Maintenant, la demande de décriminalisation de l'avortement en cas de viol est à la Cour constitutionnelle.
Et l'autre thème est la pratique, l'application des lois en cas de féminicide pour les femmes. Mais les mouvements féministes en Équateur qui sont divers, il y a les femmes afrodescendantes, il y a les femmes amérindiennes, il y a les femmes urbaines, il y a les femmes rurales et beaucoup d'autres. Il y a des thèmes intergénérationnels, il y a des divisions aussi à niveau des femmes lesbiennes et hétérosexuelles. Et les mouvements féministes en Équateur demeurent très divisés. Le 8 mars dernier, le 9 mars, pardon, nous avons eu 6 manifestations différentes que dans la capitale. Donc dans tout le pays, il y a eu plusieurs manifestations et au lieu de s'allier en une manifestation forte, nous avons été divisés, les unes avec des priorités électorales, les autres avec des priorités ethniques, les autres avec les travailleuses et les classes travailleuses socialistes, on va dire. Et donc il y a eu des divisions qui retracent la difficulté à nous unir dans une seule lutte pour un seul agenda à niveau national. C'est une de nos faiblesses. On est tout le temps en contact entre les différents mouvements féministes, mais on n'arrive pas à avoir suffisamment de force pour passer un agenda de façon déterminante à niveau national. Donc, pour améliorer la situation, je travaille activement sur la parité politique au Japon et je mène des missions d'observation sur le terrain, particulièrement dans les groupes et mouvements citoyens, cherchant à la réaliser. J'ai également participé à des actions de lobbying, comme participer à des conférences de groupes de pression ou assister à des commissions parlementaires s'affairent à la rédaction de projets de loi relatifs à la promotion de l'égalité de genre au Japon. En outre, je suis l'une des organisatrices d'une action féministe appelée Parité Café. Il s'agit d'un type d'action visant à sensibiliser les citoyens ordinaires via des discussions autour de problèmes politiques du quotidien et à en faire des comptes rendus auprès des élus locaux et nationaux. Ce blog ouvert est dans un style café. L'âge des participantes varie. Lycéens, étudiantes, mères qui travaillent ou femmes retraitées. Les problèmes qui y sont racontés tournent autour, par exemple, de la disparité salariale, de l'inégale répartition des tâches ménagères entre les sexes, de la disparité d'accès aux études supérieures entre filles et garçons, du harcèlement et des violences faites aux femmes, etc., etc. Ma militance en Équateur est surtout avec les femmes amérindiennes et les femmes rurales dans les Andes. Leurs priorités sont souvent délaissées même au sein des mouvements féministes parce qu'elles sont vues comme moins importantes, comme des demandes culturelles, périphériques. Et il finit par y avoir des hiérarchies, les hiérarchies qu'on subit à niveau international entre centre et périphérie se reproduisent au sein des mouvements féministes en Équateur et les mouvements urbains féministes finissent par délaisser les femmes amérindiennes comme ayant des préoccupations culturelles secondaires. Et donc je travaille avec elles autant en manifestant, en marchant dans leurs manifestations, en les accompagnant dans les rues, mais aussi en travaillant au sein des mouvements féministes pour mieux articuler leurs demandes, pour qu'elles soient prises en compte par les mouvements féministes dominants, urbains, élitistes. Et en accompagnant souvent des amis, des collègues pour qu'elles puissent publier, pour que la voix des femmes amérindiennes gagne une présence académique, journalistique et qu'elles aient leurs préoccupations publiées et que ça devienne du savoir au sens officiel du terme.
Et pour donner un exemple de ces luttes, en 2008, il y a eu une réforme constitutionnelle en Équateur et les femmes amérindiennes ont réussi à passer une clause dans l'administration de la justice indienne, l'article 171 de la Constitution d'Équateur, qui demande que la Constitution, qui dit que la justice amérindienne doit respecter 1. Les normes constitutionnelles, 2. Les normes internationales de droits de l'homme et 3. Grâce aux femmes amérindiennes, qu'elle doit avoir une parité de genre dans l'administration de la justice, que les femmes amérindiennes doivent participer dans l'administration de justice avec le même pouvoir que les hommes, avec un pouvoir de décision explicitement. Et ce genre de changement constitutionnel est une victoire des femmes amérindiennes sans les mouvements féministes, sans les mouvements amérindiens. Elles sont délaissées par les mouvements amérindiens comme n'étant que des femmes. Elles sont délaissées par les mouvements féministes n'étant que des indiennes et que ces priorités sont secondaires parce que le plus important c'est l'avortement. L'avortement est important, mais la participation dans l'administration de justice est aussi important pour des populations qui n'ont pas accès à la justice officielle de par les structures racistes coloniales qui existent toujours en Équateur. En tant que féministe, je milite bien sûr dans mon espace pour les changements des comportements et des mentalités. Je milite dans mon travail pour le renforcement des capacités, la sensibilisation des femmes et des jeunes. Mon travail dans les établissements scolaires, auprès des femmes dans les fermes agricoles, partout où je vais, il y a des messages pour le changement des mentalités, les messages pour le changement des comportements. Je travaille aussi avec les hommes dans le cadre de la masculinité positive pour qu'ils soient des alliés de notre combat pour l'égalité entre les femmes et surtout dans la lutte contre les violences. Je m'implique également dans toutes les actions des plaidoyers pour les changements de loi, pour la lutte contre les violences, la lutte contre les mariages des filles mineures, pour l'accès des femmes rurales à la terre, pour que des lois égalitaires et pour l'accès des femmes aux postes de décision. Je milite également, je pense, en m'impliquant, en participant à des colloques, à des conférences où je peux défendre les droits des femmes, dire l'état, les conditions des femmes au Maroc, essayer de mobiliser pour qu'on soit aidé et appuyé par d'autres organisations internationales pour que le Maroc intègre la question, le principe de l'égalité entre les sexes dans ses politiques publiques et dans ses lois. Personnellement, je milite de plusieurs manières. Tout d'abord, en tant qu'étudiante, j'anime le pôle toulousain de l'association Sciences Po au féminin, un réseau de femmes qui nous permet de nous entraider, de nous mentorer les unes les autres. Cela passe par des ateliers de networking, des webinars, des coachings et bien sûr des rencontres entre nous. Ensuite, je milite lors des manifestations annuelles, comme le 8 mars avec la Journée internationale des droits des femmes, ou bien le 25 novembre. Enfin, mon militantisme se traduit surtout par mon travail dans les associations dont la Clé, mon association Burkina Biga, et donc par de la sensibilisation dans les écoles. En effet, on anime des ateliers, on monte des projets de sensibilisation avec des classes burkinabées et françaises. Après, j'ai envie de vous dire que ce sont vraiment des actions quotidiennes dans notre vie active qui nous permettent de militer. Ça va être la signature de pétitions, le soutien par des partages de témoignages, des débats avec notre entourage, relever des comportements sexistes au quotidien. On se forme également sur des sujets, comme dernièrement sur les différents accès des femmes handicapées à la vie active avec Femmes pour le dire, Femmes pour agir, ou bien avec la Clé, par exemple sur les femmes et la migration. J'essaie au maximum dans mes activités de donner la parole aux filles et aux femmes pour que leur voix compte. C'est par exemple ce qu'on a fait avec mon association l'an dernier pendant le premier confinement, où on essayait de récolter la parole de jeunes filles écolières. Enfin, on fait également un travail de plaidoyer au quotidien par nos associations, en interpellant, communiquant et dialoguant avec nos élus et nos responsables. Il y a des leviers d'action extrêmement divers, variés, simples à réaliser et bien sûr à tous les niveaux. Chacun et chacune de nous peut œuvrer à sa manière,
Donc je dirais qu'il y a autant de types de militantisme que de militantes elles-mêmes. Et pour ma part, sur laquelle j'ai assisté énormément, que j'ai milité énormément, j'ai travaillé beaucoup, c'était pourquoi égalité de droits hommes-femmes dans la Constitution. Même si, par exemple, dans le sud-est d'Afghanistan, les populations, c'était vraiment, c'est pas de la vie vraiment développée, ou l'ouverture d'esprit. Mais je voulais que la porte d'avancer soit ouverte. Et ça, c'est important, que dans la Constitution, les choses soient réglées. Et de l'autre part, à travers la femme en tant que l'élément essentiel de la vie des familles et de la société. Ça a une place très politique. À travers les femmes, les talibans ont réussi à rendre l'esclave la famille. Le moment où on a la main mise sur le droit des femmes ou sur le mode de sa vie, c'est-à-dire l'homme ou quiconque d'autre en tant que chef de famille, c'est le plus le chef de la famille. Si on veut que la société soit libre, homme, enfant, il faut que la femme soit libre. C'est dans cette pensée que nous avons milité à l'intérieur de l'Afghanistan. C'est dans ce contexte-là qu'on a réussi à mettre en place, et tout le monde était d'accord, de la Moudjahidine, des populations rurales très simples. Mais alors, sur ce point, tout le monde est d'accord. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ça qui fait notre richesse. Ça nous permet d'avoir différents points de vue et témoignages, d'évoluer parfois sur nos opinions et nos positions, sur nos actions et bien sûr de coordonner ces dernières. Tout d'abord, avec mon association, nous travaillons avec des professeurs français et burkinabés afin de comparer nos points de vue, nos solutions face à un même problème. Et cela nous permet également au niveau local d'avoir des actions adaptées à notre terrain. Et cela a pour même objectif l'amélioration de l'accès à l'éducation des filles et notamment de celles qui sont en situation de migration. Pour ce qui est de la clé, le travail conjoint avec le réseau européen, le lobby européen des femmes et certaines coordinations nationales nous permet en 2 mots d'enrichir notre féminisme et de coordonner nos efforts. Dans ce contexte, les alliances transnationales sont particulièrement importantes parce qu'on peut faire des alliances, travailler ensemble et apprendre pour avancer plus vite. Par exemple, la fameuse marée verte qui a réussi en Argentine à légaliser le droit à l'avortement, à décriminaliser l'avortement, à partager les stratégies de lutte, comment positionner l'avortement par exemple comme un thème économique, comme un droit de santé publique et comment avancer dans les alliances législatives pour essayer de passer le droit à l'avortement. Au Brésil, les féministes brésiliennes travaillent avec nous de plus près sur les thèmes pour faire face à l'avancée des groupes évangéliques, de l'église évangélique qui s'étend dans toute l'Amérique latine et surtout depuis l'Amazonie. On partage l'Amazonie avec le Brésil, c'est un centre de diffusion de l'église évangélique. Donc on partage beaucoup de stratégies. Et en particulier les femmes amérindiennes qui parlent quichua dans les Andes équatoriens, dans les Andes péruviens et dans les Andes boliviens, partagent beaucoup de stratégies. Il y a des organisations communes amérindiennes. Il y a des sommets de discussion entre les femmes amérindiennes, depuis le Chiapas au Mexique jusqu'à la Bolivie. Comment faire face en tant que femme amérindienne à cette double oppression de racisme, de sexisme depuis nos communautés? Comment accéder aux droits de l'État ou comment renforcer les droits dans nos communautés? Comment protéger nos petites filles de toute la violence sexuelle qui s'étend et de l'augmentation du féminicide? De retour en France, à l'époque j'étais prof à Duny, j'ai entendu à la radio que Kaboul est tombé dans le matériau. Aussi rapidement, le jour même, c'était l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et le Pakistan l'ont reconnu comme gouvernement officiel de l'Afghanistan. Et là, j'étais catastrophée. Donc je dis, si je ne fais pas quelque chose, je connais les talibans. Si en France, les gens ne le connaissent pas, c'est normal. Mais moi, je sais de quoi il s'agit. Moi, je reconnais quelle est l'importance
de cette collaboration entre le mouvement féministe de l'Afghanistan et celle des autres pays. Tout seul, on n'est pas une force. On forme une force. Les États-Unis à l'époque, avaient décidé de reconnaître les talibans. L'Europe était sur le point de le reconnaître. Mais c'est le mouvement des femmes qui empêche. Et même jusqu'à maintenant, dans beaucoup de pays, c'est le mouvement des femmes qui empêche beaucoup de dégâts au niveau des décisions politiques ou des groupes vraiment extrémistes qui se mettent au pouvoir. Maintenant, la pression qui s'exerce sur l'Arabie saoudite, c'est le mouvement des femmes. Donc, pour ma part, ce mouvement des femmes, c'est le mouvement libérateur de l'être humain et de d'humanisation de la société. Mais quelle économie ou les rapports économiques prend son chemin, on ne peut pas intervenir, mais qu'elle soit humaine. Et ça, c'est le mouvement des femmes. Et aujourd'hui, j'ai vécu, j'ai vu à l'épreuve. Donc, je suis bien placée pour dire qu'elle est très, très, très importante. Est-ce qu'on travaille en réseau à l'international? Bien sûr. On a des relations avec des féministes, dans d'autres pays, dans le monde, parce que la cause nous unit. Les problèmes sont presque les mêmes pour les droits des femmes, surtout dans les pays comme le Maroc ou bien les pays sous-développés. Donc la lutte contre la violence est partout. Donc ça nous unit et ça nous permet de travailler ensemble, d'être en réseau pour constituer une force de mobilisation à l'international. On fait du lobbying au niveau dans les rencontres du comité de la CSW ou bien donc quand on présente nos rapports parallèles, on fait de lobbying, on fait du plaidoyer devant la communauté internationale, soit à Genève, soit à New York. Donc nous sommes dans des réseaux comme le réseau Euromed des droits, comme le réseau de Women Partnership for Development, WLP, ou pour Equality Now. Il y a beaucoup de réseaux aussi au niveau des régions auxquels on est membre pour se mobiliser, pour être une force d'influence et pour pouvoir proposer et défendre nos droits d'une façon commune, avec même quelquefois une stratégie commune selon les opportunités. Dans le cadre de BJM plus 25, ce que je peux dire, c'est que il y a un constat vraiment alarmant par rapport aux droits des femmes. Les États s'engagent à défendre, à garantir les droits des femmes, à les protéger de toutes les formes de violence, mais on voit que les conditions des femmes ne s'améliorent pas. Il n'y a pas vraiment un changement structurant. Il y a la violence partout et les femmes sont victimes de violences dans presque tous les pays, sont victimes, on parle même maintenant de féminicide. Il y a de la pauvreté qui est au féminin, il y a le chômage au féminin, etc. Donc la question, et le Covid, la pandémie Covid a vraiment dévoilé la vulnérabilité extrême des femmes, soit sur le plan économique, soit au niveau dans la famille, soit au niveau des violences qui se sont augmentées, etc. Alors mon message à l'occasion de BJM plus 25, c'est que il faut que les Nations Unies incitent les pays, mais incitent avec force les pays à harmoniser les conventions internationales qu'ils ont ratifiées, en l'occurrence la CEDAW, avec leur législation nationale, de façon à ce qu'ils puissent protéger, garantir d'abord les droits des femmes et le protéger de toute discrimination et de toute forme de violence basée sur le genre. Ça, la première chose. Deuxième chose, c'est encourager à avoir toute une politique de campagne permanente
de diffusion de la culture de l'égalité pour lutter contre les stéréotypes sexistes, pour lutter contre les violences. Troisièmement, il faut quand même que les États ou bien, montrent leur bonne volonté en octroyant un budget spécifique pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous voilà en 2021 et dans le contexte de Beijing, avec un an de retard pour cet atelier féministe, je crois qu'il est important de prendre mesure de combien cette année de pandémie a augmenté la violence contre les femmes, a augmenté la vulnérabilité économique des femmes et a augmenté l'urgence des luttes féministes et des alliances féministes dans le monde entier. L'Équateur et l'Amérique latine ne sont pas une exception. La violence a augmenté de façon drastique. L'urgence est d'autant plus grande que la crise économique qui se développe dans nos régions. On n'a pas en Amérique latine et surtout pas en Équateur reçu aucune aide de l'État. Les femmes qui travaillaient des petits travails, qui travaillaient de façon précaire ont perdu le peu qu'elles avaient. Donc la pauvreté entre les femmes a augmenté, la violence et surtout les incestes ont augmenté énormément et le peu d'aide qui existait de la part de l'État a diminué. Donc loin d'avoir amélioré la situation des femmes depuis la conférence de Beijing, la situation des femmes en 2021 est certainement beaucoup plus difficile. On constate une augmentation du féminicide et une augmentation de la vulnérabilité des femmes. Plus que jamais, les alliances internationales entre le centre et la périphérie, entre l'urbain et le rural, entre les femmes coloniales, des centres coloniaux et les femmes qui ont été colonisées est urgente. Il est impossible d'avancer seul, on a besoin plus que jamais de travailler ensemble. En tant que membre du mouvement Parité Café, je pense que les mouvements civiques sont très importants pour maintenir la pression sur le gouvernement et participer à la transformation de la société. Nous devons nous rassembler avec les autres associations pour être encore plus entendus. Donc, dans le cadre de Beijing Plus 25, je souhaite rendre compte des situations et problèmes d'aujourd'hui et les partager au sein des actions civiques et associatives internationales. Je suis très curieuse de pouvoir rencontrer d'autres et de communiquer avec des experts français ou internationaux. Merci. Pour la première fois que je me suis lancée pour la lutte pour les droits des femmes et les droits des femmes en Afghanistan, c'est deux choses différentes. À l'époque, c'était Pékin plus 5, mais maintenant on arrive à Pékin plus 25. Ça fait des années de militantisme et les années que, heureusement, il y a tous ces groupes de femmes qui s'élargissent, qui prennent un ampleur et l'expérience. Oui, j'ai un message malheureusement encore concernant l'Afghanistan à passer. Je trouve que c'est indigne de la part d'Amérique. C'est indigne de la part de quel que soit le pays, l'Europe, qui reconnaît cet accord et qui ne tente pas de nous aider de sortir de cette problématique. Cet accord avec les Américains a donné une reconnaissance mondiale pour le groupe terroriste des talibans et que nous, victimes, les Afghans et les femmes en particulier, tout seul, il faut qu'on se batte contre un diable. Donc, je souhaite que cette parole soit portée, parce qu'actuellement, on est dans le processus de paix. Et dans les mois à venir, on doit arriver, parce que c'est la plus longue guerre des États-Unis dans le monde, et souhaite en finir. Mais que cette fin ne soit pas à l'encontre de moi et nous, en tant que femmes de ce pays, et vous, en tant que les femmes qui viendront dans ce pays. Il faut que les droits des femmes
la liberté des paroles et la liberté de l'individu soient intégrées et soient obligées les talibans l'acceptent. Dans le cadre de Pékin +25, je voudrais appuyer sur un sujet qui pour moi est au cœur d'énormément d'enjeux pour l'égalité femmes-hommes. C'est celui de l'éducation. Si demain nous voulons arriver à une société juste, égalitaire et féministe, cela commence par l'éducation. Celle de nos filles, mais également celle de nos garçons. La sensibilisation à l'égalité dès le plus jeune âge est primordiale. Et l'accès même à une éducation gratuite et sécurisée, notamment dans des contextes de migration, de conflits et de crise, doit faire partie de nos objectifs premiers aujourd'hui. J'insiste sur les alliances entre différents féminismes parce que tous les féminismes cherchent la libre détermination des femmes sur leur corps, mais cette libre détermination n'a pas toujours le même visage ni les mêmes politiques. Un exemple, en Europe, aux États-Unis et je dirais même en Amérique latine, les femmes urbaines, les femmes blanches, les femmes d'élite ont lutté, le féminisme traditionnel, on va dire, a lutté pour le droit à l'avortement, pour le droit à ne pas reproduire, pour le droit à résister au mariage, pour le droit à divorcer. Les femmes amérindiennes ont été stérilisées de force pendant des décennies. Dans les années 60-70, aux États-Unis, les femmes amérindiennes étaient encore stérilisées de force. Dans les années 90, les femmes au Pérou étaient stérilisées de force par des politiques publiques, de santé publique, soi-disant, du gouvernement de Fujimori. Les femmes amérindiennes cherchent à pouvoir reproduire parce qu'elles vivent dans des communautés qui sont face à un génocide encore. Les politiques coloniales de génocide ne sont pas terminées, elles continuent. Les femmes amérindiennes sur le continent américain sont 7 fois plus victimes de féminicide. Il y a des indicateurs clairs de violences sexuelles, de violences féminicides, de violences de stérilisation forcée contre les femmes amérindiennes parce qu'il y a des contextes de génocide en cours. De l'autre côté, la libre détermination des femmes sur nos corps et le droit à l'avortement. Donc ce n'est pas que le droit à l'avortement est plus important que le droit à ne pas être stérilisé. Ce sont des pratiques différentes sur différents corps de femmes parce que toutes les femmes n'ont pas le même corps, ne sont pas traitées en tant que femmes pareilles par les sociétés patriarcales dans lesquelles nous vivons. Et être dans un corps blanc, un corps urbain ou un corps marron, noir, asiatique, toutes les formes de racialisation des corps, toutes les formes de précarisation des corps sont différentes. Et la recherche de libre détermination va changer d'un contexte à l'autre. Donc il n'y a pas de lutte féministe plus importante que l'autre, il y a des contextes féministes. Et il est grand temps que tous ces féminismes, dans leur diversité, cherchent à avancer une libre détermination, même qu'elles soient, toutes ces libres déterminations, différentes en contenu selon nos contextes. En guise de conclusion, je dirais que tant que les femmes sont les plus touchées par la pauvreté, sont les plus touchées par le chômage, sont les plus touchées par les discriminations, aussi bien dans les lois que dans les politiques, et sont presque exclues des postes de décision. Tant que les femmes vivent à la marge du développement, on ne peut pas aspirer à une démocratie ni à un développement durable. Donc, le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes continue, parce que l'égalité entre les hommes et les femmes est un enjeu non seulement social, mais économique et humain. Merci de m'avoir invitée et merci vraiment à toute l'équipe. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.